Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tchin tchin. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo pour un point lecture. Un point lecture de qui, de quoi, de qu'est-ce? De la rentrée littéraire. Je crois que j'ai déjà fait cette intro pour la première vidéo. On va changer. On se retrouve donc pour un point lecture de la rentrée littéraire, c'est-à-dire que je n'ai lu que des romans qui sont sortis entre août et septembre ou qui ont été réédités entre août et septembre 2022. Il y a à boire et à manger là-dedans, il y a tout et rien. On va commencer tout de suite avec une excellente lecture. Pourquoi pas, allons-y. Je suis un peu loin, non? Attendez, je me rapproche. En plus, mon micro il est pas ouf. Là, on m'entendra peut-être mieux. Voilà, très bien. Une excellente lecture pour commencer, Arpenter la nuit de Laïla Motley aux éditions Albin Michel et qui concourt pour le prix America Page des libraires au même titre que Real Life et Houston Osaka. Et je vous ai déjà présenté les deux dans la vidéo précédente. Et en fait, il y avait 3 romans. J'avais même pas fait gaffe. Hein. C'est en lisant celui-ci et en me renseignant un peu dessus que j'ai vu que ces 3 romans étaient nommés pour le prix America Page des libraires. Du coup, je me suis dit, bon, bah c'est chouette, au moins j'ai lu les 3. Je suis pas du tout jury ou quoi que ce soit, mais j'avais les 3 en ma possession. Dans ce roman de Laïla Motley, qui est une jeune autrice, elle a à peine 19 ans, je crois, et ce roman, elle l'a écrit à 17 ans. Et 17 ans, c'est l'âge de notre personnage principal, Kiara, qui habite en banlieue d'Auckland, dans une espèce de quartier, je crois, où c'est des grands ensembles, hein, vraiment des immeubles, où il y a beaucoup de gens qui habitent dedans, et plus précisément ici, des populations noires afro-américaines, pauvres, dans le besoin, qui pour la plupart sont éloignés de l'emploi. C'est le cas de Chiara, enfin en même temps Chiara n'a que 17 ans, elle vit avec son frère qui s'appelle, j'allais dire Maurice, mais non c'est Marcus, avec son frère Marcus. Sa mère est absente du paysage familial, le père est décédé il y a de ça quelques années, et donc du coup ils se retrouvent tous les deux dans cet appartement, 17 ans et son frère doit en avoir à peine 19, il est à peine plus vieux qu'elle, et ils doivent essayer de gagner de l'argent pour pouvoir garder au moins l'appartement, ne pas se faire exproprier, car il y a le proprio qui vient toquer à leur porte assez régulièrement. Et Chiara, en fait, elle porte tout, parce que son frère, il a un peu l'image d'un de ses oncles qui a commencé à faire du rap dans le quartier, qui a réussi à gagner de l'argent, à s'acheter une villa, à déménager de Auckland, vraiment le self-made man, comme on dit. Sauf que bah, il est totalement éloigné de la réalité et lui, il passe son temps à enregistrer des albums de rap, à enregistrer des paroles de rap, mais ça ne fonctionne pas. Il gagne pas un sou avec ça, pas un rond, pas un copec. Et donc c'est Chiara qui s'y colle, qui essaye de gagner de l'argent, elle fait des petits boulots à droite à gauche, travaille dans des restaurants, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, elle n'y arrive plus, elle n'y a plus de boulot, elle n'est pas du tout diplômée, elle a juste passé son bac en gros, et après elle a arrêté l'école. Et donc le chat est en train de faire sa litière, donc on va attendre. Le bar à hôtesse, voilà, elle reste la soirée avec elle au bar en tant qu'amie, à discuter avec la barman. Sauf qu'un homme la regarde au loin de façon un peu lubrique, et quand elle sort, il se passe une scène entre eux deux. La scène est racontée de façon assez pudique, sans pour autant soit romancer, soit dédramatiser la situation. On sait bien que la situation est grave, que la situation est lourde, mais elle la raconte d'une façon qui fait que, je vais pas dire que ça paraît normal, parce que ce qui se passe, c'est un viol. Elle trouve le bon ton, et c'est ce que j'ai trouvé du début à la fin, c'est que le ton est toujours très juste, qu'on n'est pas uniquement dans le pathos, dans la dramatisation de leur situation, et qu'en même temps, elle arrive à nous révolter, elle arrive à nous énerver. Moi, j'ai passé la plupart du roman à faire des bonds sur mon canapé, parce que c'est horrible ce qui se passe dans ce roman et à cette famille, et en particulier à Chiara. Bref, en tout cas, de fil en aiguille, suite à cette première rencontre dans ce bar à hôtesse, elle va décider, est-ce qu'on décide vraiment? Non, ça va s'imposer à elle de vendre son corps, de se prostituer pour pouvoir essayer de gagner un peu d'argent. Et donc on est un peu dans cette descente aux enfers. La deuxième partie du roman prend une tournure assez différente que je vous laisserai découvrir, parce que je ne l'ai pas vraiment vu dans le résumé et je ne l'ai pas vu venir non plus dans le début du roman, mais je vous le dis quand même parce que peut-être que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, mais ça prend un petit tournant judiciaire, policier. On n'est pas du tout dans une enquête, un polar, mais il y a quand même des notions de justice et d'avocat, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant que ce tournant dans la deuxième partie, car ça permet de redonner un souffle nouveau. Le roman fait que 400 pages, mais voilà, ça permet de maintenir en éveil. J'ai adoré tant l'histoire. Est-ce qu'on peut adorer vraiment cette histoire de cette pauvre jeune
adolescente qui voilà, se prend de fatalité en fatalité, a une vie de merde, une vie horrible, que la plume, voilà, la plume, la façon de narrer, je vous dis, qui est toujours très juste et qui est assez mesurée, assez nuancée, qui n'est pas non plus, moi je dis ça m'a révolté, mais c'est pas fait pour nous révolter, c'est pas fait pour nous émouvoir, c'est fait juste pour raconter les faits, pour dire voilà, c'est ça ce qui se passe. Elle t'attrape, elle te dit, c'est ça la réalité à Auckland en ce moment, c'est ça la réalité aux États-Unis, c'est ça la réalité pour les jeunes femmes afro-américaines de 17 ans. Et que ça te plaise ou non, c'est comme ça que ça se passe. Et elle n'essaye pas de donner des leçons, elle n'essaye pas de nous dire il faut faire ci pour que ça aille mieux, il faut faire ça pour que ça aille mieux. Elle nous expose la réalité, elle nous expose les faits en plein dans la gueule et ça fait du bien. Des fois, ça réveille le lecteur, ça réveille nous, jeunes Français, ça voilà. Et ce qu'elle raconte aux États-Unis, je suis persuadé que ça se passe aussi en France, dans les cités, dans les banlieues, dans les périphéries, dans la marge. Et c'est affreux. Alors voilà. Si vous avez envie de vous prendre une bonne grosse claque dans la gueule, dans le sens où voilà, dans le sens où ça peut pas vous laisser indifférent, je vous reconseille, je vous recommande, je vous reconseille cette lecture de Laïla Mottler, Panter la nuit aux éditions Albin Michel pour la maudite somme de 21,90 €. Par la suite, j'ai lu La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski aux éditions Toussaint Louverture, qui est donc une réédition. Ce bouquin a été publié pour la première fois, je crois, dans les années 2000. En tout cas, là, Monsieur Toussaint Louverture nous en fait la réédition. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je le présente, car vraiment, on l'a vu passer également partout. Mais comme tous les bouquins de chez Toussaint Louverture, avec leur matraquage médiatique, marketing qui fonctionne, hein, la preuve, Blackwater, on l'a vu partout, celui-ci, on le voit partout, Anne de Green Gables, on l'a vu partout, Zephyr Alabama, en son temps, on l'a vu partout. Et la seconde preuve que ça marche, c'est que tous les romans que je viens de vous citer, je les ai lus et je les ai présentés sur la chaîne. Mais en tout cas, ce roman est un roman assez particulier tant par la forme que par le fond. Je vais essayer de continuer ma présentation en vous faisant des plans. Donc comme vous pouvez le voir, il est indéniable que la forme du roman a une place importante, a quelque chose à dire, à signifier. Pour moi, à peu près, c'est tout ce que j'ai retenu de ce roman, c'est la forme. Autant le fond ne m'a pas du tout plu, l'histoire, la façon de lire le roman. Donc vous voyez, il y a quand même une façon d'appréhender le bouquin parce que ce soit par la mise en page du texte ou par des notes de bas de page qui commencent donc ici, qui là fait les 2 pages, là on est toujours dans la note de bas de page sur ces 2 pages entières, et qui se termine ici. Donc voilà, que ce soit la forme du texte ou les notes de bas de page, il y a un schéma à apprendre, il faut habituer son cerveau, il faut habituer son œil, ses mains, on tourne parfois le bouquin dans tous les sens, on est avec plusieurs histoires, donc on sait que telle façon d'écrire correspond à telle histoire, telle autre façon correspond à telle histoire. C'est un peu, je crois, résumé au début du bouquin, mais en tout cas, on s'en rend très vite compte en lisant le roman. On va être avec 3 personnages, 3 histoires qui se rejoignent plus ou moins. En gros, la famille Navidson qui achète une maison, je ne sais plus où, en Virginie, je crois, et qui se rend compte au fur et à mesure que la maison grandit de l'intérieur. La maison extérieure reste la même, sauf que tous les jours, ils découvrent des nouvelles pièces noires de fond en comble. En fait, c'est des grands couloirs noirs, des grandes pièces noires qui s'ajoutent et qui s'agrandissent. Le couloir agrandit, à un moment, il découvre un escalier. La maison grandit de l'intérieur et ne cesse de bouger. Donc, on a le récit de cette famille, de Navidson, de sa femme. Il embauche des gens pour aller en expédition de spéologie dans la maison pour découvrir ses secrets. Pardon. Le chat a bougé le trépied. Vraiment, c'est insupportable de filmer avec un chat. Ensuite, on a l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Johnny, qui découvre chez un vieux monsieur qui est décédé des tonnes de feuilles, de manuscrits, de photos, de documents qui racontent l'histoire de cette famille Navidson. Ce pauvre Johnny, en gros, essaye de remettre de l'ordre dans les notes du vieux monsieur qui est décédé. Et ce vieux monsieur qui est décédé, il s'appelle Zampano et on a également son histoire. C'est un homme qui a vu le film qui a été fait sur la maison, parce que cette maison Navidson a fait l'objet d'un documentaire vidéo, film, cinéma. Et lui, il a écrit une thèse universitaire immense sur ce que c'est que cette famille Davidson, sur ce que c'est que cette maison qui grandit de l'intérieur, de l'extérieur. Donc on est avec ces 3 histoires-là. Et on va être tantôt, alors je vous dis, dans de la satire universitaire, parce que Zampano qui écrit sa thèse qui n'en finit pas avec des chapitres entiers assez métaphysiques, assez philosophiques, par exemple, un petit moment, genre 2 secondes dans le film, il est capable d'écrire 3 pages dessus pour te faire un lien avec tel auteur, avec machin, bidule, truc. Voilà, donc c'est un peu, je vous dis, une satire du monde universitaire, avec ses notes de bas de page, avec ses références à n'en plus finir. Si on relève toutes les références filmographiques, bibliographiques, je ne sais pas combien il y en a à la fin, mais beaucoup trop. Et en plus, il rajoute des fausses références, il rajoute des films qui n'existent pas, il rajoute des livres qui n'existent pas. Bref, voilà.
Tout ça pour dire que ces 3 histoires ne m'ont pas vraiment plu. À part l'histoire principale de la maison qui grandit de l'intérieur avec les murs qui bougent et cette famille qui se déchire un peu à cause de la maison, ça j'ai trouvé sympa. Il y a quelquefois des passages qui sont un peu angoissants, dans le sens, je pense que c'est angoissant pour les gens qui sont peut-être claustrophobiques ou ceux qui ont peur des grands espaces justement. Parce qu'on est tantôt dans des couloirs très étroits qui se resserrent les uns les autres, ou parfois dans des immenses salles vides, entièrement vides, où on ne voit pas le plafond, on ne voit pas le fond, enfin voilà. Donc ça peut être peut-être un peu angoissant, pour moi ça l'a pas été spécialement. En plus, cette histoire est très très limitée en fait, dans le sens où vu qu'il y a l'histoire de Johnny, vu qu'il y a l'histoire de Zampano, vu qu'il y a les notes de bas de page, vu qu'on essaye de nous farcir la tête avec des espèces de théories, des thèses, des thèmes, l'histoire de la maison en soi est très peu présente, trop peu présente à mon goût. Et je trouve que le traitement fait de certaines femmes dans le bouquin est un peu... Enfin, c'est pas le traitement des faits aux femmes, parce que la femme de Navidson qui habite la maison, elle a un chapitre à elle qui est très intéressant, elle a une évolution qui est assez intéressante, mais c'est surtout qu'en fait avec le personnage de Johnny Errant, il va tenir comme un espèce de journal de baise dans lequel il va raconter toutes toutes ces parties de jambes en l'air, avec des stripteaseuses, avec des travailleurs du sexe, avec des femmes qu'il rencontre. Et du coup c'est chiant parce que une fois, 2 fois ça passe, tu comprends plus ou moins le propos, où va en venir l'auteur, et en fait jusqu'à la fin du bouquin on nous parle de ça. Alors le pauvre Johnny sombre un peu dans la folie parce que bah, voilà, il essaye de reconstruire ce manuscrit, il essaye de ne pas perdre pied dans la maison, donc vous voyez il y a des parallèles avec, entre la folie, la maison qui bouge, le fait de se perdre dans le travail, de se perdre dans les recherches, etc. Mais pour moi ça va pas plus loin que ça, et le débat sur la forme, oui c'est sympa, c'est chouette de tourner le bouquin, mais si on retire ça au livre, vraiment, il n'y a plus grand chose. À mon avis, il n'y a plus grand chose dans le texte. Moi, j'ai les gens qui disent oui, c'est une enquête, il faut se plonger dedans, il faut faire des recherches. Oui, mais non, en fait, parce que déjà, le style est nul à chier. Enfin, non, non, non. Floris, tais-toi, c'est pas bien. Je n'ai pas du tout. C'est pas que j'ai pas aimé le style, c'est qu'il n'y a pas de style, il n'y a pas d'écriture. C'est plat, c'est linéaire, c'est voilà, cet homme qui baise à tout va, cette famille qui se perd. Donc, si, il y a une espèce de suspense, de tension qui essaye de grimper un peu. C'est peut-être le seul effet de style que j'ai réussi à relever dans le bouquin. C'est voilà, cette petite angoisse qu'il essaye de faire naître avec la maison. Mais sinon, il n'y a rien, c'est très plat, c'est banal. Et si on retire toutes les parties qui ne servent à rien, c'est-à-dire toutes ces parties universitaires théoriques sur l'écho, qui parfois font 10 pages et qu'en fait en une page, après, bah, c'est pas que tu survoles, mais tu lis en n'intégrant pas forcément ce que tu lis déjà, parce que soit c'est faux, soit ça n'a ni queue ni tête, soit c'est juste là pour t'embrouiller l'esprit. Et le côté enquête, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Si on lit assez assidûment toutes les pages du bouquin, à la fin, pour l'histoire, la narration, tu as toutes les réponses et t'es pas obligé de te dire est-ce que je suis allé à la bonne page, est-ce que j'ai lu dans le bon sens, est-ce qu'il faut, voilà, t'as 2-3 trucs, genre un peu des décodages à faire, mais enfin, personnellement, je préfère payer 25 balles, parce que là, le bouquin coûte, je critique pas le prix du bouquin, le bouquin coûte 27,50 €, c'est le prix d'un escape game, et ben je préfère aller avec 5 amis faire un escape game, je prendrai beaucoup plus de plaisir, je trouverais ça déjà plus intéressant que ce bouquin, donc voilà. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi que je vois qui s'extasient un peu sur le fait que, voilà, à un moment, il est question d'un couloir qui se rétrécit, et en fait, le texte suit ce couloir qui se rétrécit avec la mise en page qui prend de moins en moins de place, et tout le monde dit c'est super, c'est génial, c'est innovant. Non, mais les calligrammes, les gars, ça existe depuis des années, Apollinaire en a fait, et bien d'autres avant lui. Je crois que jusqu'au Moyen-Âge, dans les années 1400, il y avait déjà des gens qui faisaient des calligrammes. C'est des poèmes qui prennent la forme du texte, le fond et la forme se fondent. Donc il n'y a rien d'innovant hein, là-dedans. Le texte qui suit, c'est pas quelque chose de ouf. Donc voilà, je suis là pour pas remettre les pendules à l'heure, parce que je n'ai pas du tout cette prétention. Juste que dire que faut pas en faire des caisses sur ce bouquin, que c'est sympa, mais que c'est pas non plus le bouquin à lire, et que si vous avez peur de vous faire chier et ou pas à 30 €, enfin 28 € à mettre dans un livre, ne le faites pas. Oui, parce que moi je dis 27,50 €, mais je crois que le prix du bouquin a augmenté. Voilà, j'ai pris un peu je me suis pas totalement fait chier, parce que sinon je ne serais pas allé au bout des 660 pages de ce bouquin, parce que c'est quand même une aventure, une expédition, mais il faut pas pousser mémé dans les orties, ça vaut pas non plus toutes les éloges qu'on en fait à mon sens. Ensuite, c'est un petit abandon qui est survenu assez tôt, hein, au bout d'une centaine de pages sur 300, donc j'ai lu le tiers. Ça s'appelle L'inclinaison de Corentin Durand, et je ne vais pas pouvoir vous en parler énormément, c'est publié chez Gallimard pour le prix de 20 €. Pour la simple et bonne raison que là où j'en suis, au bout de 100 pages, je n'ai pas grand chose de l'histoire. Donc en fait,
C'est ça qui m'a gêné, c'est que je me faisais chier, que je ne voyais pas où est-ce qu'on voulait en venir. On va suivre un jeune homme qui s'appelle... Il ne s'appelle pas justement, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a gêné et qui me gêne souvent, c'est que tous les personnages, je crois qu'on ne connaît pas leur nom, ils ont tous des surnoms. Peut-être c'est le bleu, je ne sais plus. Enfin voilà, on appelle les gens le bleu, la brune, le machin, ils ont tous des surnoms, et ça c'est un truc, l'auteur y est pour rien, parce que c'est un procédé de style, comme, enfin un exercice de style comme un autre, mais qui moi me gêne un peu. D'ailleurs chez Guibert c'est pareil, hein, dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, etc. Tous les personnages ont des surnoms, mais là c'est plutôt pour une question d'autofiction justement. C'est quelque chose que j'apprécie pas trop, et donc là bah, ça n'a pas aidé. On va être avec un jeune alors on nous dit refoule son homosexualité, effectivement là où j'en suis au début, il refoule, enfin on comprend qu'il est probablement homosexuel, mais qu'il n'est pas du tout en accord avec ça. Il vend de la drogue, enfin au tout début du roman, il vend de la drogue, toutes sortes de drogues, des drogues chimiques, des drogues lourdes, des drogues légères, principalement à des homosexuels, donc il se rend dans des partouzes pour vendre cette drogue. Je pense que là, la monétisation de cette vidéo va être compliquée. Je parle de drogue et de partouzes. C'est un roman, c'est de la fiction, je n'incite personne à le faire. YouTube, si tu m'entends, ne me démonétise pas s'il te plaît. Et en fait, j'ai pas trop compris, je crois qu'il y a une espèce d'entourloupe peut-être avec les gens pour qui il travaille. En tout cas, il y a un de ses collègues, j'allais dire, une autre personne qui vend de la drogue, qui fuit Paris pour aller sur une station balnéaire un peu vieillotte dans le sud de l'Espagne, je crois, ou sur la côte est de l'Espagne. Et c'est une station balnéaire qui a l'air d'être connue pour recueillir toutes ces personnes qui vendent en fuite. Et voilà où j'en suis. Ils en étaient arrivés là. J'ai trouvé que c'était très plat, que le style était ennuyeux. Je voyais pas où on voulait en venir. Cette homosexualité refoulée, elle avait tendance un peu à m'agacer. Et c'était un peu sombre. Enfin, c'était pas que c'était sombre, mais c'était cracra. J'avais l'impression que des fois, il y avait des scènes qui étaient là juste pour choquer, mais pas forcément avec un but derrière. Je préférais abandonner. Je voulais vous renvoyer vers un ami qui l'a lu et en fait il n'a pas fait de chronique sur Instagram parce qu'il s'est lui également ennuyé. Donc bah, allez voir sur Babelio, Livre Addict, hein, si vous voulez en savoir plus. En tout cas, c'était pas pour moi, je vous dis, je me suis totalement ennuyé et j'avais pas envie de poursuivre. Par la suite, venons-en enfin à ce roman tant attendu, Cher connard de Virginie Despentes aux éditions Grasset. Si la démonétisation n'était toujours pas arrivée, elle va arriver peut-être à ce moment-là. Oui, cette rentrée littéraire est vulgaire. Bref, Cher connard chez Grasset, ça a fait sensation. Il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi, tout le monde parle de ce bouquin, on en a marre. Pourquoi on se concentre sur elle juste parce que c'est une personnalité? D'autres qui disent mais oui, mais c'est très bien. La grande librairie l'a invitée. Des journaux ont dit pourquoi vous l'avez invitée elle et pas un autre petit jeune qui a écrit un premier roman. Je m'en branle. J'ai lu toute la bibliographie de Virginie Despentes. J'aime Virginie Despentes. Je devais lire celui-ci. Cher connard, c'est un roman épistolaire, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 personnages qui vont s'envoyer des lettres. En réalité, on nous parle de 3 personnages, il y en a surtout 2 qui apparaissent vraiment tout au long du roman, et un 3e personnage qui est là surtout pour peut-être donner du souffle, donner du corps parfois aux lettres. En gros, elle poste des billets de blog, et c'est surtout les billets de blog qu'on voit dans le roman, c'est pas des lettres proprement parlées écrites entre les différents personnages. Donc ces 2 personnages, on va avoir une vieille actrice pas sur le déclin, mais qui a vieille d'ailleurs, je dis ça, c'est pas bien, une actrice de 50 ans, voilà, elle est pas vieille, elle a 50 ans, et qui en a marre qu'on la prenne pour jouer une mère, qui en a marre qu'on la prenne pour jouer voilà, la ménagère, la dame de 50 ans. Elle veut pas qu'elle soit réduite à son âge, que son âge ne la définisse pas comme actrice. Et l'autre personnage à qui il écrit, c'est un auteur qui démarre le roman en insultant notre actrice. Non, il lui écrit pas elle directement, mais il écrit un billet sur Instagram, il écrit un post où il critique vraiment genre de la haine pure, dure et simple, comme on en a tous les jours sur les réseaux, cette actrice qui s'appelle Rebecca, et cette Rebecca lui répond, et sa lettre commence par Cher connard. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils se connaissent, qu'ils ont vécu ensemble, que ce sont tous les deux des provinciaux qui sont arrivés à Paris, donc voilà. On va avoir des thèmes chers à Virginie Despentes, et ce que je trouve dommage d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'est que le roman, enfin je vais pas dire c'est dommage que le roman s'intitule Cher connard, car je trouve que ça donne une image qui est dans la même veine que ces romans. Ces romans qui sont assez trash, qui sont assez violents, qui sont là pour choquer, pour soulever. Alors qu'en fait, je vais pas dire pas du tout, mais on est quand même très très loin de Baise-moi, on est très loin des femmes savantes, de Teen Spirit, de Bye Bye Blondie. On n'est pas avec des pistolets à tir-larigot, il y a de la drogue, mais je dirais, elle est plus douce que dans ses précédents romans. On est, je trouve, dans un roman de Virginie Despentes qui est apaisé. Une Virginie Despentes qui n'a plus besoin de justement choquer au moyen de pistolets, au moyen de drogue, au moyen de sexe, au moyen de maladie, etc. Elle a trouvé la façon
d'aborder tous les sujets qui lui sont chers, donc c'est-à-dire, je vous dis, la place de la femme, l'objectification de la femme, le féminisme, comment mêler les différents féminismes, les vieilles féministes, les nouvelles féministes, la jeune génération, l'ancienne génération. Donc voilà, toute cette question de la place de la femme, question de genre, des questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle. Également les questions de classe sociale, on est avec deux provinciaux qui s'établissent à Paris et qui très vite deviennent des bobos, enfin qui ont du succès et qui deviennent des bobos parisiens. Et elle arrive à le critiquer, à le faire avec humour. Voilà. C'est un roman qui est plein d'humour, plein de sujets intéressants. Parfois, on pourrait presque croire que c'est même plus de la fiction. Enfin, c'est pas de la non-fiction. On est dans un roman épistolaire entre des personnages qui n'existent pas, mais cette actrice, on peut très vite on peut l'identifier à des actrices qui existent. Cet auteur, on peut également l'identifier à certains auteurs qui existent dans notre monde à nous, dans la réalité. Et les discussions qu'ils ont, on est souvent dans je vais pas dire que c'est scolaire, mais on est parfois dans de la thèse, antithèse, synthèse, ils se répondent l'un l'autre, ils discutent. Et voilà, c'est presque un essai, j'ai adoré, j'avais pas de post-it ou de marque-page et du coup j'en suis venu à corner les pages, chose que je fais rarement, mais il y a vraiment des passages que j'ai trouvé très intéressants et que j'ai envie de relire. Justement, je vous le dis, étant donné qu'on est presque dans de l'essai, dans les thèses que les personnages développent, je trouvais ça super intéressant où on en est avec MeToo, où on en est dans la haine sur les réseaux sociaux, dans cette violence. On n'est pas dans la même violence, on n'est pas dans la même façon d'écrire, on est dans l'apaisement, peut-être même la réconciliation, mais c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi poignant, et ça fait tout autant réfléchir que ses précédents romans. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle arrive à faire quelque chose de différent, mais en même temps pareil. Je ne sais pas si ça vous a aidé, mais pour moi c'est un très bon livre de Virginie Despentes, et qui pourra peut-être même plaire à plus de personnes que ses précédents romans. Parce que parfois les gens commencent avec Baise-moi, qui est le premier qu'elle a écrit, et c'est sûr que si on n'est pas adepte de sa façon d'écrire, bah ça nous répugne totalement, et si tu lis Baise-moi, t'as plus du tout envie de lire le reste, si t'aimes pas la façon d'écrire dans Baise-moi. Alors qu'avec l'âge, elle trouve, à mon avis, avec le temps qui passe, peut-être une façon de s'approprier la parole sans devoir la crier, sans devoir la balancer à la gueule de tout le monde. Chose qu'elle devait peut-être faire aussi pour trouver sa place, pour s'imposer en tant que femme autrice dans les années 90, qui ne vient pas d'un milieu élitiste, qui ne vient pas de la bourgeoisie culturelle, de la noblesse culturelle, de l'élite culturelle. Donc maintenant, voilà, elle en fait partie, mais pour autant, elle ne s'oublie pas, elle n'oublie pas d'où elle vient, elle n'oublie pas qui elle est, et de toute façon, sinon, ça serait pas du Virginie Despentes. Donc c'était très bon, j'ai adoré. Et puis bah on va finir sur une déception, mais tant pis. Mourir avant que d'apparaître, premier roman publié chez Gallimard de Rémi David, qui est un court roman, hein, 140 pages. Combien il coûte 18 €. Qui est une histoire d'amour entre Jean Genet et Abdallah. Donc en ce moment, je vous l'avais dit, bah, dans la vidéo précédente, je vous parle un peu de Jean Genet d'ailleurs, quand j'ai lu Les Bonnes. J'ai envie de découvrir cet auteur, j'ai envie d'en apprendre plus. Je sais pas pourquoi il me fascine, sa subversion, sa façon d'être transgressif m'intéresse. Et là, en fait, on est dans une... c'est pas une biographie, mais c'est une partie de la vie de Jean Genet. Il rencontre un jeune homme de 18 ans qui est maghrébin. Alors, je crois qu'il est marocain, mais je ne suis pas plus sûr, mais il vient du Maghreb. Et Jean Genet a déjà 44 ans quand il le rencontre. Et il va se développer une histoire d'amour entre ces deux personnages, enfin, entre ces deux personnes, qui va être très très forte, à tel point que Jean Genet va pas totalement s'oublier, parce que de ce que j'en lis, ça a quand même l'air d'être quelqu'un de assez égoïste. En tout cas, c'est ce qui m'en ressort de cette façon, c'est que il fait pas tout pour lui, mais là, en fait, il se prend d'affection pour ce jeune Abdallah. Il a envie d'en faire un funambule, d'en faire un acrobate, et il va donner beaucoup pour que Abdallah devienne cet acrobate qu'il a envie de faire, mais en même temps, il va se servir de cette relation pour écrire un bouquin, pour pas s'auto-congratuler, mais presque. Ce qui m'a dérangé dans le roman, c'est que c'est très court, vu que ça fait 120 pages, qu'on n'en apprend pas tant que ça au final. J'ai pas trouvé la plume particulièrement belle ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était resté assez linéaire, et que j'aurais pu écouter un podcast sur cette relation qui durait une vingtaine de minutes, une demi-heure, et j'en aurais appris autant qu'avec ce roman. Donc voilà. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop... Je vais pas dire qu'il n'y avait pas d'intérêt, parce que voilà, il y a quand même il y a quelques passages d'archives, des lettres de Jean Genet, il n'y en a pas énormément, hein. Il y a aussi... les passages qui m'ont le plus plu, c'est des extraits de romans de Jean Genet sur sa relation avec Abdallah, et le livre le livre que Jean Genet a écrit suite à sa relation d'amour avec ce jeune homme s'appelle Le Funambule. Ça m'a donné très envie de lire Le Funambule, ça m'a donné très envie de lire Jean Genet, de me renseigner encore plus.
mais j'ai pas pris de plaisir à ma lecture. Je l'ai lu d'une traite un après-midi chez mes parents, dans le hamac. J'étais très bien installé, je dois le dire, j'avais le cadre idéal pour le lire. Je l'ai lu, je vous dis, du coup d'un coup, mais en fait, ça se lit comme on écoute une émission, c'est presque un documentaire, mais qui n'est pas forcément riche, voilà. Ça m'a manqué peut-être un peu de profondeur, de densité. Après, ça reste un premier roman. Je pense qu'il a dû quand même faire un travail de recherche assez important parce que, enfin, si, il a quand même dû faire de la recherche à mon avis pour écrire ce bouquin. Il ne devait pas connaître toute la vie de Jean Genet comme ça. Je pense, j'ose espérer que ce qui est raconté est assez fidèle à la réalité. En tout cas, ça me le semblait. Mais j'en aurais voulu plus. C'est le problème que j'ai avec les biographies qui s'attardent juste sur un élément de la vie, là, une histoire d'amour qui est quand même en plus assez courte, assez fugace entre ces personnages. Quand je dis courte, peut-être quelques années, 2, 3 ans, grand maximum. On a tendance à rester sur sa fin, et c'est le cas. En tout cas, là, je suis un peu resté sur ma fin. Mais c'est pas plus mal, je vous dis, parce que ça me donne envie de découvrir plus sur Jean Genet, sur ses bouquins, les passages que j'ai lus, les extraits m'ont touché tant par ce qu'il raconte et comment il le raconte. Donc voilà, puis d'un autre côté, je ne connaissais pas non plus cette histoire entre Jean Genet et Abdallah. Donc c'est peut-être une première porte d'entrée pour après en découvrir un peu plus. Et puis pour un premier roman, je dois dire que c'est pas mauvais. C'est juste que j'en voulais plus et que c'est resté peut-être un peu trop plat pour moi. C'était donc tout pour cette cette seconde vidéo sur la rentrée littéraire. Franchement, je suis pas sûr du tout d'en faire une nouvelle. Parce que là, j'ai plus que 2 lectures à faire de la rentrée littéraire. On verra, sinon je le mettrai dans un point lecture et puis après tout, on s'en fout. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez commenter. Je vais rattraper mon retard dans les commentaires, c'est promis juré. Si vous avez envie, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Et je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.